Regardez cette belle lampe de puissance vintage. C'est une tétrode. On la découvre ensemble? Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Vous le savez, occasionnellement, j'aime bien piger dans mes vieux stocks de pièces pour vous montrer des technologies d'une époque révolue. C'est le cas aujourd'hui avec ce tube à vide, ce qu'on appelle une lampe aussi parfois. C'est un tube un peu particulier, c'est pas commun car c'est plutôt utilisé dans une application commerciale ou militaire, soit le radar. C'est une tétrode, donc elle a 4 électrodes. On va la regarder de près et je ne manquerai pas de tenter de vous expliquer son principe de fonctionnement. Mais notez que j'ai grandi et étudié dans l'ère des transistors. Et donc, je suis loin de connaître les tubes à vide comme les électroniciens de la génération qui me précède. Eux pouvaient les connaître. Donc, soyez indulgents si vous m'entendez dire des bêtises. Et dites-le nous dans les commentaires sous la vidéo s'il y a quoi que ce soit. Alors, allons-y sans tarder. Vue en plongée de la tétrode Amperex C1150. Voici donc la Amperex C1150/1. C'est une tétrode. Tétrode, ça a 4 électrodes. On va voir ça dans quelques secondes. Je vais vous expliquer ce qu'est une tétrode là, de façon schématique. Mais essentiellement, il y a 4 contacts. Ce tube a été utilisé beaucoup dans les années 50, 60 et peut-être même dans les années 70, là, en régime pulsatif. Ce n'est pas un tube qui est à la base conçu pour l'amplification linéaire. C'est un tube qui était fait pour travailler de façon pulsative, donc générer des puissances très élevées pour des très courts laps de temps et avec des tensions appliquées très élevées. Alors, c'était utilisé sur des radars comme modulateur du radar, essentiellement, donc ce qui assurait essentiellement la sortie radiofréquence. Alors, c'est un tube, comme je vous dis, de haute puissance, mais de façon pulsative. Alors, je vous amène tout de suite sur un schéma de la tétrode et par la suite, on va se concentrer, on va analyser vraiment plus en détail et même l'intérieur comme il faut. Alors, allons voir le schéma d'une tétrode. Dans tétrode, il y a bien sûr le mot tétra, donc 4. Il y a 4 électrodes sur une tétrode. Il y a d'abord la cathode qui est en général combinée au filament, puisque c'est le filament, un élément chauffant essentiellement, qui chauffe la cathode et par effet thermoionique, la cathode chaude émet des électrons. Alors ça, c'est le premier élément, la première électrode, la cathode. L'autre élément très important, c'est l'anode. Donc, les électrons quittent la cathode et vont vers l'anode. Donc, l'anode récupérera les électrons. Et forcément, pour ce faire, l'anode sera polarisée avec une tension positive par rapport à la cathode pour attirer les électrons. Bon, entre la cathode et l'anode, il y a ici, dans le cas d'une tétrode, 2 grilles. Dans le cas d'une triode à 3 électrodes, il n'y aurait pas la deuxième grille, il y en aurait juste une. Alors, il y a ce qu'on appelle la grille de contrôle. C'est celle-ci qui, normalement, reçoit le signal d'entrée pour amplification. Et c'est cette grille qui va vraiment contrôler le flux d'électrons, même à un point d'éteindre complètement le flux d'électrons si la tension appliquée, par exemple, ici, sur la grille de contrôle est négative. Donc, si un signal CA est appliqué ici et qu'une bonne partie de son signal se trouve dans la partie négative, bien, les électrons vont se trouver repoussés et ne traverseront pas la grille. Dans le cas d'une tension légèrement positive, bien, les électrons vont pouvoir passer entre les trous et vont continuer leur chemin et vont être très attirés par l'anode. Donc, c'est vraiment la grille de contrôle à la façon d'un FET avec sa grille ou un MOSFET si vous voulez. Alors, si vous vous demandez pourquoi une des électrodes d'un FET, MOSFET s'appelle une grille, bien, maintenant vous le savez, c'est vraiment un grillage. On va le voir tantôt. Maintenant, il y a la 4e électrode qui est la grille écran. C'est une grille au même titre que la grille de contrôle et dans l'ordre intérieur-extérieur, dans la construction du tube, vous allez voir la grille écran est vraiment par-dessus la grille de contrôle, mais
avant l'anode. Alors, la grille écran, c'est la 4e grille. Évidemment, les premiers tubes n'avaient pas de grille écran. C'est seulement dans les années 20 qu'on a découvert que d'ajouter une autre grille avait plusieurs avantages. L'avantage principal de la grille écran, c'est de diminuer la capacité inter-électrode entre la grille de contrôle et l'anode. Donc, en picofarad, là, pour vous donner des chiffres là, typiques que j'ai vus là, sur le web, on peut parler de plusieurs picofarads, 5, 6, 8, 10 picofarads de couplage capacitif entre la grille de contrôle et l'anode, mais en insérant une grille écran avec une tension elle aussi positive, mais pas aussi positive que l'anode, on tombe vraiment dans le très, très bas capacité entre grille de contrôle et anode dû à l'insertion de cette grille écran. Et le gros avantage, c'est qu'on augmentera la fréquence d'opération du tube en diminuant le couplage capacitif. Puis en plus, étant donné que ça diminue le couplage, ça diminue énormément le risque d'oscillation du tube, oscillation qu'on voit souvent dans des triodes. Et il y a même un autre avantage, celui-ci est peut-être un peu plus subtil à comprendre, mais là, l'ajout de la grille écran permet de contrôler le courant de l'anode beaucoup plus que la variation de la tension de l'anode aurait comme effet. Donc, ce que j'essaie de dire par ceci, c'est que la présence de la grille écran fait que même si on fait varier la tension à l'anode, la polarisation de l'anode, le courant qui va circuler dans le tube sera beaucoup moins influencé par cette variation de tension sur l'anode. Et ça a évidemment beaucoup d'avantages. Alors que dans le cas d'une triode, s'il n'y avait pas cette grille écran, faire varier la tension de l'anode, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, ferait beaucoup varier le courant dans le tube. Donc, c'est un effet secondaire, mais pas négligeable non plus en termes d'amplification. Ça aura beaucoup d'avantages. Ça augmentera de beaucoup l'amplification possible par le tube. Et cette grille écran, elle sera alimentée d'une tension positive, quand même plus faible que la tension de l'anode, toujours par rapport à la cathode, on s'entend. Mais, point de vue radiofréquence, on découplera à la masse la grille écran. Donc, tension CC appliquée, mais découplage à la masse du point de vue CA. Alors, c'est essentiellement le fonctionnement. On voit souvent, dans le cas de tétrode, que la cathode est mise à la masse. Et la tension ici de la grille sera bien sûr variée légèrement, au-dessus, en dessous, ou juste en dessous, ou juste au-dessus, pour contrôler le flux d'électrons. La grille écran, comme je vous mentionnerai, aura une polarisation quand même assez élevée par rapport à la cathode, mais pas aussi élevée que l'anode. L'anode sera vraiment la tension la plus élevée. Bon, alors ça, c'est le fonctionnement général. Dans le cas de notre C1150, la tension de l'anode peut aller jusqu'à 17 000 volts. C'est donc un tube construit pour faire passer beaucoup d'électrons, donc de fort courant, mais comme je vous ai mentionné, à un rapport cyclique très, très faible. Donc, on parle de 1 millième de temps que le tube est allumé et 999 millièmes il est éteint. Donc, capable de passer des très forts courants. On va regarder rapidement plus tard la fiche technique du tube pour comprendre exactement le but de ce tube. Mais allons maintenant regarder le tube de plus près à l'interne, la construction. C'est très intéressant. Analysons la construction physique du tube, le C1150 de Amperex. Celui-ci a été construit en Allemagne, fabriqué en Allemagne. Évidemment, c'était West Germany. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Bien, qu'il y a de la céramique à l'intérieur, si vous remarquez. Tout ce qui est blanc, donc c'est isolant, bien sûr, ici, et à l'extérieur aussi, la base, c'est de la céramique. Pourquoi? Bien, entre autres, à cause des très hautes tensions qui sont utilisées. Alors, ce n'est pas simplement du mica, par exemple, dans certains tubes. Donc, haute tension, donc très bonne résistance aux hautes tensions, évidemment, très bonne résistance à la chaleur aussi, et donc qui garde le tube intègre plus longtemps. L'autre caractéristique qui est vraiment forcée par la haute tension, c'est l'anode. Donc, la récupération de l'anode est ici, dans le haut.
et non pas à la base avec les 4 broches. Alors, si vous remarquez, l'anode, c'est carrément la partie grise ici. Donc, le manchon, si vous voulez, gris, qui est attaché physiquement à cette broche-ci et ici aussi attaché et qui vient se connecter à l'anode. Donc, l'anode, c'est l'élément le plus à l'extérieur de l'empilement d'électrodes, ce que je vous avais mentionné. C'est donc ce qui est le plus visible. Donc, ça, c'est l'anode récupérée dans le haut. Si on regarde les autres contacts, à la base, il y a 4 contacts. Il y a une encoche ici qui nous donne le positionnement, bien sûr. Alors, on aura le filament sur 2 des 4 contacts. Il y a un de ces 2 contacts qui est aussi la cathode. Je ne sais trop lequel, parce que c'est intégré. Hein? Les 2 sont intégrés. Alors, je vous disais filament cathode, grille 1, grille 2. Donc, ça, ce sont les 4 contacts. Et tout ça, bien sûr, est dans une ampoule scellée sous vide. Bien sûr, une lampe à vide, un tube à vide, une lampe, c'est sous vide. Bon, en tout cas, si ce n'est pas un vide parfait, c'est très, très près d'un vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi dans la construction? On va regarder dans le haut ici, puisqu'on va être capable de voir les grilles. Alors, j'ai approché une lumière pour qu'on voit ici, à l'intérieur, les 2 grilles. La première grille est attachée ici. On la voit bien. C'est vraiment une série de fils qui vont d'une extrémité à l'autre et qui forment la grille. Et la deuxième, elle est à l'intérieur. Quand je parle d'intérieur-extérieur, bien sûr, tout ça est concentrique au tube. Donc, on voit vraiment les 2 grilles ici. On voit même les éléments de la cathode, ce qui est gris et uniforme à l'intérieur. On le voit aussi dans le bas. Si vous remarquez ici, on voit les 2 grilles, une des grilles, l'autre grille, et ces différents éléments ici qui sont finalement la cathode, donc des éléments qui vont jusqu'en haut. On les voit encore ici en haut. Il semble y en avoir 4. Et dans la cathode, il y a les filaments qui, eux, sont insérés ici dans des petits trous, un trou, l'autre trou. Il y a 4 trous dans lesquels les filaments sont insérés et c'est bien sûr branché en série les 4 éléments du filament et ils viennent se retrouver bien sûr sur les contacts à la base ici. Donc, filament pour chauffer les cathodes à l'intérieur, grille de contrôle, grille écran, anode et anode qui est sortie dans le haut. Alors, c'est très beau, hein? C'est l'avantage d'un gros tube, un tube de puissance comme celui-ci, c'est qu'on est capable de voir à l'intérieur, on est capable de facilement voir les différents éléments. Bon, ici, il y a des petites plaques qui sont soudées sur les grilles, ici et ici. Je vous avoue que je ne suis pas certain à quoi elles servent. Est-ce que c'est pour dissiper de la chaleur? C'est possible. Est-ce qu'il y a un effet capacitif lié à ces plaques qui ont été soudées par courant là, sur les grilles, dans le bas des grilles? Je ne le sais pas. Alors ça, peut-être vous pourrez, si vous le savez, vous pourrez nous informer dans les commentaires. Alors l'autre chose qu'on peut noter, c'est la partie plus foncée ici. Ce n'est pas un dommage au tube. En anglais, on appelle ça le getter. En français, le getter, c'est le dégazeur. Alors, le getter sert à absorber les gaz résiduels qui resteraient présents dans le tube. Azote, oxygène, et ainsi de suite, hydrogène. Ce qui est dans l'air, le getter, habituellement, on le chauffe par induction, quoique ici, je ne suis pas certain par quelle méthode on le chauffe, mais on chauffe le getter une fois le tube fabriqué et scellé, c'est chauffé en usine pour qu'il y ait absorption. Et l'effet d'absorption du getter se poursuit dans les années, d'après ce que je comprends, pour maintenir un vide relatif, même s'il y avait des très, très légères fuites, quelques éléments de gaz qui pourraient pénétrer dans le tube avec les années. Je crois que le getter continue à faire un travail d'absorption. Alors, c'est par réaction chimique,
normalement, là, que le getter fait son travail. Alors, c'est essentiellement comment c'est construit à l'intérieur. C'est quand même, vous voyez, là, assez gros. Il loge difficilement dans ma main. Donc, c'est un gros tube à vide, on doit le dire. Et normalement, on peut s'attendre à plusieurs centaines de watts de dissipation sur l'anode avec un tube de cette grosseur-là. Mais c'est un tube qui fonctionne en mode pulsatif. Un détail que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'un tube de ce genre, la tétrode, normalement est polarisé de sorte qu'il va y avoir inversion donc du signal CA, un peu comme un amplificateur à émetteur commun, par exemple, où il y a inversion. Donc, avec un transistor. Donc, il y aura normalement, lorsque c'est polarisé de la façon classique, il y a inversion du signal. Donc, c'est une inversion, c'est amplifié, ceci dit. Alors, allons voir, en terminant, la fiche technique. Fiche technique qui est ici montrée pour la lampe CV427, qui est un équivalent de notre tube aujourd'hui. Regardez la date, 1952. Donc, c'est pas jeune. Ici, c'était même la version 2 de cette fiche technique. Donc, ce tube en a vu d'autres. Alors, effectivement, application de ce tube, c'est modulateur par impulsion. Donc, c'est une tétrode qui sert sur un système de radar. Habituellement, c'est un klystron. Alors, on a une enveloppe de verre et la cathode est indirectement chauffée par le filament. Je vous parlais des différentes tensions. Effectivement, la tension appliquée sur le filament, c'est 26 volts. On est loin du 6 volts ou du 12 volts, là, souvent vu, 6,3 volts ou 12,6 volts, sur des tubes de consommation courante. 26 volts sur le filament, et on s'attend à avoir 2 ampères de courant. Donc, déjà là, on parle de 52 watts de dissipation, juste dans le filament. Alors, imaginez, c'était des tubes qui devenaient chauds, aucun doute. La tension maximale appliquée sur l'anode, c'est 17,5 kV. Donc, on parle de tubes quand même qui opèrent à des très hautes tensions électriques, beaucoup plus hautes que ce qu'on est habitué de voir même dans des amplificateurs radioamateurs. La tension maximale appliquée sur la grille de contrôle, c'est 1 kV. Et c'est une tension négative ici. Et on peut aller jusqu'à 300 volts du côté positif. Du côté de la grille écran, on parle de 1,25-1,35 kV. Regardez la dissipation de l'anode en continu, c'est seulement 60 watts. Ce n'est pas beaucoup. En continu, cependant. Mais par contre, au niveau crête, le courant peut atteindre 15 ampères pour une tension là, qui peut aller jusqu'à 17 500 volts. C'est donc beaucoup de puissance. Et c'est d'ailleurs ce qu'on explique ici. Donc, on parle d'un rapport cyclique pas plus grand de 1 millième. Donc, seulement 1 milliseconde, par exemple, si on était sur une seconde, 1 milliseconde, le tube est allumé, il passe du courant. 999 millisecondes, il ne passe pas de courant. Donc, on a des courants très élevés, mais pour court. On parle de microsecondes. Et donc, ici, on donne un rapport qu'il ne faut vraiment pas excéder, là, de 5 microsecondes allumées sur 100 microsecondes totales. Et dans ce schéma-ci, on nous montre, je ne sais pas si c'est une application typique ou si c'est le circuit de test là, utilisé par le fabricant, mais on nous montre un peu dans quelle configuration ce tube est utilisé. Donc, cathode mise à la masse. D'accord? Donc, 0 volt sur la cathode. Et ensuite, on commence là, avec des tensions, là, naturellement une tension qui peut varier entre 0 et négative là, pour contrôler le courant ici, passant de la cathode à l'anode. Donc, on lui appliquera une tension négative et on viendra moduler cette tension sur la grille de contrôle. Du côté de la grille écran, on lui appliquera une tension très élevée, mais pas aussi élevée que l'anode. Donc, de l'ordre de 1000 volts là, et un peu plus. Et cette tension sera fixe. Et bien sûr, on découplera, comme je vous ai mentionné, à la masse d'un point de vue CA. Simplement d'un point de vue CC, il y a un effet d'accélération des électrons et de diminution de la capacité inter-grille-anode. Et finalement, l'anode, elle, on lui applique jusqu'à 20 kV, 20 000 volts, bien sûr. On lui mettra un circuit de blocage, ici, au niveau CA. Donc, le CA va passer, mais le CC est bloqué.
Et ici, il y a le circuit pour utiliser en sortie, là, le circuit de sortie. Et si vous remarquez, il n'y a pas vraiment, à part cet élément inductif, il n'y a pas vraiment de circuit résonant ici. On est à large bande en entrée, on est essentiellement à large bande en sortie. Peut-être ici qu'on y a mis un filtre passe haut, mais sinon, là, il n'y a pas diviseur résistif, il n'y a pas grand-chose. La sortie serait, je présume, là, ici, avec diviseur résistif pour mesurer le courant avec un meter, donc un mouvement aiguille ici, présumément, là. Donc, c'est la configuration typique de ce tube. Sachez que des tubes à vide sont toujours utilisés dans des applications de très haute puissance, comme les émetteurs de diffusion télé et radio aussi, quoique les transistors sont en train de les supplanter de plus en plus, même dans la plus haute puissance. Quant au tube C1150 lui-même, il a depuis longtemps été supplanté. On ne voit plus de tubes à vide avec des enveloppes de verre dans les applications commerciales et militaires. Les tubes qui sont utilisés possèdent des enveloppes de cuivre et de céramique, avec un dissipateur intégré, comme ce tube HF, à l'anode pouvant dissiper jusqu'à 250 watts en continu. Donc, beaucoup plus petit, beaucoup plus efficace, air forcé dans les ailettes et ainsi de suite. Bien voilà pour ce petit saut en arrière de 60 ans. J'espère que vous avez apprécié et peut-être appris sur le sujet des tubes à vide, qui sait. Bien que ce soit un sujet primitif, c'est tout de même intriguant d'imaginer les électrons sauter d'une électrode à l'autre, comme cela, sans rien de particulier, mais tout ça de façon invisible dans le vide. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et à la prochaine.